Je n'ai pas l'intention de vous conduire pour être d'accord avec ce que je dis, mais réalisez-vous que cette pensée se divise inévitablement. Notez ce qui se passe. Voyant que le nationalisme a conduit à toutes sortes de guerres et de détresse, dit que nous nous unirons tous et formerons une Ligue des Nations. Mais la réflexion fonctionne toujours. Maintenant, toujours la séparation. Vous en tant qu'Italien, en gardant votre souveraineté italienne, et ainsi de suite. Tout en parlant de fraternité, la séparation est maintenue, et c'est de l'hypocrisie. Ce double jeu est caractéristique de la pensée. On voit donc que la pensée n'apporte aucune solution. Mais il ne résulte pas qu'il est nécessaire de tuer l'esprit. Quel est l'esprit qui voit dans son intégralité tous les problèmes qui surviennent? Un problème sexuel est un problème total, lié à la culture, au caractère, aux divers problèmes de la vie. Pas un problème de la vie, pas un fragment de problème. Quel est l'esprit qui voit chaque problème totalement? Dites, interrogando. J'ai compris ce que j'ai dit, mais... Il y a une question. Krishnamurti, vous dites que vous avez compris ce que fait la pensée, à la fois au niveau le plus élevé et le plus bas, mais s'il y a encore une autre question, qui le présente-t-il? Lorsque le cerveau, tout le système nerveux, l'esprit qui englobe tout cet ensemble, dit, a compris la nature de la pensée. Donc la prochaine étape est la suivante, voyez si l'esprit peut regarder la vie dans toute son immense et sa complexité, avec ses afflictions apparemment sans fin. C'est la seule question, et ce n'est pas la pensée qui se présente. L'esprit, ayant observé toute la structure de la pensée, connaît maintenant sa valeur relative. Il peut sembler avec les yeux, jamais maladroit pour le passé. C'est une question très sérieuse et non un simple passe-temps. Nous devons consacrer notre énergie et notre passion et nos vies pour la comprendre. Parce que c'est la seule solution à cette terrible brutalité, à l'affliction, à la dégradation et à la corruption de toutes sortes. L'esprit, le cerveau, qui a également été corrompu par l'influence du temps, pour se taire afin qu'il puisse voir la vie comme un tout et donc se débarrasser de tous les problèmes. Un seul problème se pose lorsque la vie est vue fragmentairement. Découvrez à quel point il est beau de voir la vie dans son ensemble. Lorsque vous voyez la vie dans son ensemble, il n'y a plus de problème. Seul le cœur fragmenté crée des problèmes. Le centre du fragment est le soi. Le moi est créé par la pensée. Il n'a pas de réalité en soi. Le moi, ma maison, ma déception, mon désir de devenir important, c'est le produit de la pensée qui divise. Et l'esprit peut-il sembler sans soi? N'ayant aucune possibilité de le faire, celui-ci dit « Oh, je me consacrerai à Jésus, au Bouddha, à ceci ou à cela. Comprends, je deviendrai un communiste pour me consacrer à tout le monde. » Le moi qui s'identifie à ce que vous considérez plus grand est toujours moi. Alors vous demandez, l'esprit, le cerveau, le cœur, l'être entier, peut-il observer sans le soi? Le moi qui vient du passé? Il n'y a pas de présent. Le cadeau n'appartient pas au temps. L'esprit peut se libérer de soi pour regarder toute l'immensité de la vie. Il peut, oui, et complètement, quand il est profondément compris, avec tout l'être, la nature de la pensée. Si vous n'avez pas consacré votre attention, tout ce que vous avez pour savoir quelle est la pensée, vous n'aurez jamais la possibilité de savoir, s'il est possible, d'observer sans le soi. Si vous n'êtes pas en mesure d'observer sans le soi, les problèmes resteront existants. Chaque problème en opposition à un autre, et à un autre, et à un autre, et à un autre. Et je peux vous assurer que tous ces problèmes cesseront lorsque l'homme commencera à vivre complètement différemment. Lorsque l'esprit peut considérer le monde comme un mouvement total. Question. Au début de la conférence, vous avez dit que vous aimeriez savoir pourquoi nous avons essayé de résoudre les problèmes séparément. L'urgence n'est-elle pas l'une des raisons qui nous empêche de résoudre les problèmes isolément? Réponse. Lorsque vous voyez un danger, vous agissez. Dans cette action, il n'y a pas d'urgence. Aucune impatience. Nous agissons. Il n'y a que l'urgence et l'exigence d'une action immédiate lorsque vous voyez le danger comme une menace pour soi, comme la pensée. Lorsque la dangerosité de la pensée est surmontée, pour diviser le monde en fragments,
se voir est l'urgence et l'action. En voyant vraiment la fin, comme il existe en Inde, et en voyant comment ces conditions ont été créées, l'indifférence des personnes et des gouvernements, l'ineptie des politiciens, que devrait-il faire? Attaquer un aspect donné du problème de la faim dans l'isolement. Ou dit, est-ce que tout cela est un fait psychologique centré sur soi qui a été créé par la pensée? Si ce problème, à tous égards, est complet et pleinement compris, non seulement la faim physique, mais la misère humaine résultant du manque d'amour, vous saurez quelle est la bonne action. Le changement lui-même est l'urgence. Ce n'est pas à cause de l'urgence que le changement se produit. Interrogé, il semble dire que la pensée doit fonctionner, et en même temps, qui ne peut pas fonctionner. Krishnamurti. Pensée doit fonctionner logiquement, impersonnellement, et cependant, rester silencieux. Comment cela peut-il être vu? Voir ou comprendre vraiment la nature de la pensée. Pas selon moi ou tout expert. Voyez-vous comment fonctionne cette pensée? Maintenant, monsieur, quand il vous pose une question sur quelque chose que vous connaissez parfaitement, votre réponse est immédiate, n'est-ce pas? Oh. Si la question est quelque peu compliquée, vous avez besoin de plus de temps pour répondre. Lorsque le cerveau pose une question dont il ne peut pas trouver la réponse, après avoir réduit tous ses souvenirs et ses livres, alors il dit « Je ne sais pas ». Il a fait l'utilisation de la pensée pour dire « Tu ne sais pas ?» En disant que je ne sais pas, votre esprit ne cherche pas, il n'attend pas. L'esprit qui dit que je ne sais pas est entièrement différent de l'esprit qui fonctionne avec la connaissance. L'esprit peut-il être complètement exempt de connaissance et pourtant fonctionner efficacement dans le domaine de la connaissance? Les deux champs ne sont pas séparés. Lorsque vous voulez découvrir quelque chose de nouveau, il est nécessaire de rejeter le passé. Le nouveau ne peut se manifester que lorsqu'il est libéré de la connaissance. Cette liberté peut être constante, ce qui signifie que l'esprit vit dans un silence complet, dans un état de non-existence. Cet état de non-existence et de silence est vaste et en elle, nous pouvons servir les connaissances techniques à des fins pratiques. De plus, à l'intérieur de ce silence, on peut observer toute la vie sans soi. Au début de la conférence, vous avez dit que, lorsque vous voulez changer les choses à l'extérieur, cette action conduit à la dictature d'un groupe ou d'une personne. Ne pensez-vous pas que nous vivons sous la dictature de l'argent et de l'industrie? Krishnamurti, bien sûr. Là où il y a l'autorité, il y a la dictature. Pour promouvoir un changement social, religieux ou humain, il est d'abord nécessaire de comprendre toute la structure de la pensée. Comment le soi-même peut-il chercher le pouvoir de vivre sans chercher du pouvoir? Réponse, monsieur. Un rejet n'est-il pas naturel de chercher de l'énergie? Krishnamurti, c'est certainement naturel. Comme vous le dites, il est naturel qu'un chien veuille maîtriser les autres chiens. Mais nous sommes considérés par des êtres humains, instruits et intelligents. Et il semble que dans tous ces millénaires, nous n'apprenons pas à vivre sans cette soif de pouvoir. Interrogando. Je voudrais savoir si l'esprit est capable de poser une question sur elle-même dont elle ne connaît plus la réponse. Krishnamurti, lorsque l'esprit comme moi, en tant que pensée séparée, se pose une question de son propre respect, a déjà trouvé la réponse, car il parle de lui-même. Il joue la même cloche avec une cloche différente, mais la cloche est la même. Interrogando. Pouvons-nous agir sans moi? Cela ne signifie-t-il pas vivre dans la contemplation? Krishnamurti, pouvez-vous vivre dans l'isolement de la contemplation? Qui vous donnera de la nourriture, des vêtements? Les moines et les divers imposteurs religieux l'ont toujours fait. En Inde, il y a des gens qui disent je vis dans la contemplation, les aliments, la robe, la baignoire, je suis complètement déconnecté du monde. Eh bien, c'est très enfantin. Il n'a aucune possibilité de s'isoler, qui est toujours par rapport au passé ou aux choses qui vous entourent. Vivant isolément, appelant cette contemplation, c'est une simple évasion ou auto. Si vous voulez comprendre et être libre de la peur, vous devez comprendre le plaisir, car ce sont des choses liées. Lors de la dernière réunion, nous parlions de la structure et des activités de pensée, sur la façon dont la pensée divise
et crée d'énormes conflits dans les relations humaines. Ce matin, il sera opportun de ne pas considérer intellectuellement ou verbalement la nature du plaisir et de la peur, et si nous avons la possibilité de toute souffrance. Dans cette enquête, nous devons examiner de très près la question du temps. L'une des choses les plus difficiles est la communication, qui nécessite non seulement une précision dans l'utilisation des mots, mais aussi une précision de perception qui transcende tous les mots et un sentiment de contact intime avec la réalité. Si vous écoutez cet haut-parleur, vous interprétez simplement vos mots conformément à vos goûts et aux aversions personnelles, sans apprendre vos propres tendances interprétatives, alors le mot devient cette prison dans laquelle, malheureusement, la plupart nous sommes captifs de nous. Mais si la personne est composée du sens du mot et de ce qui se cache derrière lui, la communication devient possible. La communication implique non seulement une compréhension verbale, mais aussi un voyage ensemble, l'examen, participer ensemble et créer conjointement. Ceci est très important, surtout lorsque l'on parle de souffrance, de temps et de nature, de plaisir et de peur. Ce sont des problèmes très complexes. Chaque problème humain est vraiment complexe et nécessite, pour sa perception, une certaine austérité et une certaine simplicité. Avec le mot austérité, nous ne faisons pas référence à la rigidité ou à la gravité, ce qui signifie généralement donner à ce mot. Il n'y a aucune idée de cécité, de la discipline et du contrôle. Ce que nous avons en tête, c'est la simplicité de l'ostra qui doit exister dans l'examen et la compréhension des sujets auxquels nous traiterons. L'esprit doit être vraiment sensible. La sensibilité implique une intelligence qui va au-delà de l'interprétation intellectuelle, que cela va au-delà de l'émotivité et de l'enthousiasme. En examinant, en écoutant, en observant et en apprenant le temps, le plaisir, la peur et la souffrance, il est nécessaire que la sensibilité donne la perception immédiate que quelque chose est vrai ou faux. Sensibilité. Votre intellect n'est pas possible dans votre activité de pensée pour diviser et interpréter. J'espère que vous avez compris ce que nous avons dit lors de la dernière réunion sur la façon dont la pensée, par sa nature même, divise les relations humaines. Bien qu'elle soit nécessaire pour le raisonnement, la pensée claire est l'objectif. En ce qui concerne la plupart d'entre nous, la peur est notre compagnon constant. Que la personne soit consciente de lui ou non, elle est présente dans une évidence sombre de l'esprit. Et nous demandons s'il est possible pour l'esprit de se débarrasser complètement et totalement de cette charge. L'orateur peut suggérer cette question, mais c'est à vous de répondre, parce que le problème est le vôtre. Par conséquent, il doit être assez persistant et suffisamment subtil pour le percevoir et le suivre jusqu'à la fin. Donc, lorsque vous quittez ce pavillon ce matin, votre esprit est exempt de peur. Cela peut demander beaucoup, mais c'est possible. Pour l'esprit qui était conditionné à la culture de la peur, avec les conséquences névrotiques compliquées de leurs actions, la simple formulation de la question sur la possibilité d'être complètement libre de la peur est en soi un problème. Un problème n'existe que lorsqu'il est insoluble, quand nous ne pouvons pas y aller et qu'il revient et revient. Il pense qu'il a résolu la question de la peur, et cependant, il continue de se manifester sous différentes formes. Si vous dites « il est impossible de se débarrasser de la peur », il a déjà fermé la voie à vous-même. Nous devons faire très attention à ne pas fermer la voie nous-mêmes. Nous ne nous empêchons pas d'examiner la question de la peur jusqu'à sa solution complète. Chaque état de peur génère des activités nuisibles, non seulement névrotiques et psychologiquement, mais aussi à l'extérieur. Devient existant le problème de la sécurité, à la fois physique et psychologique. Faites attention à ce que nous disons, car nous examinerons quelque chose qui nécessite beaucoup d'attention. Pas votre accord ni votre interprétation, mais vous percevez et voyez la chose telle qu'elle est. Vous n'avez besoin d'aucun interprète. Examinez par vous-même et découvrez par vous-même. La plupart d'entre nous ont déjà eu des craintes physiques, comme la peur d'une maladie, l'anxiété qu'elle inspire et la douleur avec laquelle il nous déteste, ou la présence d'un danger physique. Face à un danger physique de toute nature, vous avez peur.
Lorsque vous marchez dans des lieux sauvages de l'Inde, de l'Afrique ou de l'Amérique, vous pouvez trouver un ours, un serpent ou un tigre. Il y a alors une action immédiate. Pas d'action consciente et délibérée, mais une action instinctive. Maintenant, cette action procède de la peur ou de l'intelligence. Nous essayons de trouver une action intelligente par rapport à l'action née de la peur. Lorsque nous rencontrons un serpent, il n'y a qu'une réaction instantanée physique. Puiser, transpirer, essayer de faire quelque chose face à la situation. Il s'agit d'une réaction conditionnée. Parce qu'il y a beaucoup de générations, dites-nous que nous devons faire attention aux serpents avec des animaux sauvages. Le cerveau, le système nerveux, réagit instinctivement pour se protéger. Il s'agit d'une réaction naturelle et intelligente. Il est nécessaire de protéger l'organisme physique. Le serpent représente un danger. Et la réaction de protection à ce danger est une action intelligente. Considérez à douleur physique. Vous souffrez de douleur plus tôt et avez peur de revenir. Cette peur est causée par la pensée. En pensant à une chose qui s'est produite il y a 1 an ou hier, et cela pourrait arriver demain. Examinez cela bien, observez vos propres réactions et la nature de vos activités. Ici, la peur est produite à partir d'une pensée consciente ou inconsciente. Considérée comme le temps, pas le temps chronologique, pensez à ce qui s'est passé et créez la peur que cela réussit à nouveau à l'avenir. La pensée est donc le temps, et la pensée produit la peur. Je peux mourir demain. Vous pouvez en apprendre davantage sur une certaine chose que j'ai pratiquée dans le passé. Y pensez à peur. Vous avez fait quelque chose que vous ne voulez pas que vous deveniez connu, ou que vous vouliez faire une certaine chose qui ne pourra pas faire. Tout cela est le produit de la pensée, comme le temps. Ce mouvement de pensée peut-il générer la peur dans le temps? Et qui est le temps? Cessez. Comprenez-vous cette question? Dites action intelligente de sa propre protection et de la préservation, le besoin physique de survie, qui est une réaction naturelle et intelligente. Et il y a l'autre réaction, l'idée de penser une chose et de projeter la possibilité de sa répétition à l'avenir, générant ainsi la peur. La question est la suivante. Ce mouvement de pensée, si direct, si constant et persuasif, peut-il cesser naturellement? Pas par l'opposition. Si vous vous opposez, cette opposition est toujours le produit de la pensée. Si vous travaillez libre pour l'arrêter, c'est toujours le produit de la pensée. Si tu dis « je ne veux pas penser de cette façon », quelle est l'entité qui dit, n'est-ce pas? Pensez, en espérant que cessant ce mouvement, atteindra autre chose. Ensuite, nous avons un autre produit de la pensée. La pensée peut projeter cette chose et ne pas avoir la possibilité de l'obtenir. Par conséquent, encore une fois, la peur. Ainsi, nous demandons si toute cette activité de pensée qui produisait la peur psychologique, non seulement une sorte de peur, mais une multitude d'espèces, peut cesser naturellement, facilement, sans aucun effort. Si un effort est fait, cet effort est toujours pensé, et par conséquent, un générateur de peur. Il est nécessaire de trouver un moyen de faire en sorte que cette pensée habite naturellement et ne crée plus de peur. Je vois que certains de mes anciens amis sont là, et je suis heureux de les voir. Comme nous aurons cette conférence, nous devrions faire face à ce dont je parlerai très attentivement, couvrant tout le domaine de la vie. Ainsi, veuillez avoir de la patience, ceux qui ont déjà entendu le professeur, car la répétition a une certaine valeur. Les préjugés ont quelque chose en commun avec les idéaux, les croyances et les confessions. Nous devons pouvoir réfléchir ensemble. Mais nos préjugés, nos idéaux, etc., limitent la capacité et l'énergie nécessaires à la pensée, à l'observation et à l'examen, afin que nous découvrions pour nous ce qui reste derrière toute confusion. Misère, terreur, destruction et la violence énorme du monde. Pour comprendre non seulement les simples faits externes qui se produisent, mais aussi la profondeur et le sens de tout cela,
nous devons être capables d'observer ensemble. Pas vous observant d'une manière et le conférencier d'un autre, mais ensemble, nous observons la même chose. Cette observation, cet examen n'est plus possible si nous nous accrochons à nos préjugés, à nos expériences particulières et à notre compréhension particulière. Penser ensemble est extraordinairement important, car nous devons faire face à un monde qui se désintègre rapidement, dégénérant, un monde où il n'y a aucun sens de la morale, où rien n'est sacré et où personne ne respecte l'autre. Pour comprendre tout cela, pas seulement superficiellement décontracté, nous devons pénétrer sa profondeur, ce qui reste par derrière. Nous devons nous demander pourquoi, après des millions d'années d'évolution, l'homme, vous et tout le monde êtes devenus si violents, calleux, destructeurs, persistants dans les guerres et la bombe atomique. Le monde technologique évolue de plus en plus. Peut-être que cela peut être l'un des facteurs qui conduisent l'homme à devenir ce qu'il est. Alors, s'il vous plaît, réfléchissons ensemble, pas selon ma voix ou à ma façon, mais utilisez simplement votre capacité à réfléchir. La pensée est le facteur commun de toute l'humanité. Il n'y a pas de pensée orientale ni de pensée occidentale. Il n'y a que la capacité commune à penser, que nous soyons complètement pauvres ou plus sophistiqués, vivant dans une société opulente, que nous soyons chirurgiens, charpentiers, travailleurs de terrain ou un grand poète. La pensée est le facteur commun à nous tous. Nous ne semblons pas réaliser que la pensée est le facteur commun qui nous relie. Vous pensez que, selon vos propres capacités, votre propre énergie, votre propre expérience et vos connaissances, l'autre pense différemment selon votre expérience et votre conditionnement. Nous sommes tous coincés dans ce réseau de pensée. C'est un fait incontestable et réel. Nous avons été programmés biologiquement, physiquement, et également mentalement programmés, intellectuellement. Nous devons être conscients que nous étions programmés en tant qu'ordinateurs. Les ordinateurs sont programmés par des experts pour produire les résultats qu'ils souhaitent. Et ces ordinateurs dépassaient l'homme dans la pensée. Ces ordinateurs peuvent accroître l'expérience et, grâce à cette expérience, apprendre, accumuler des connaissances en fonction de votre programme. Peu à peu, ils dépasseront toute notre réflexion sur la précision, et plus rapidement. Bien sûr, ils ne peuvent pas composer comme Beethoven ou Keats, mais ils dépasseront notre réflexion. Alors qu'est-ce que l'homme? Il a été programmé comme catholique, protestant, pour être italien ou anglais, etc. Pendant des siècles, il a été programmé pour croire, avoir la foi, suivre certains rituels, certains dogmes, programmé pour être nationaliste et aller à la guerre. D'une certaine manière, le cerveau est devenu comme un ordinateur, mais pas si capable, car sa pensée est limitée. Bien que l'ordinateur, bien que également limité, puisse penser beaucoup plus rapidement que l'être humain et peut le dépasser. Ce sont les faits. Autrement dit, ce qui se passe réellement. Alors, qu'est-ce qui est fait de l'homme? Alors, qu'est-ce que l'homme? Si les robots et l'ordinateur peuvent faire presque tout ce que l'être humain peut faire, alors quelle sera la future société de l'homme? Quand les voitures peuvent-elles être construites par le robot et l'ordinateur? Probablement beaucoup mieux. Alors, quel sera l'homme en tant qu'entité sociale? Nous sommes confrontés à ces problèmes et à bien d'autres. Vous ne pouvez plus considérer comme des chrétiens, des bouddhistes, des hindous et des musulmans. Nous sommes confrontés à une crise énorme. Une crise que les politiciens ne peuvent jamais résoudre parce qu'ils sont programmés pour penser d'une certaine manière. Même les scientifiques ne peuvent pas comprendre ou résoudre la crise. Pas même le monde des affaires, aussi le monde de l'argent. Le moment critique, la décision perceptuelle, le défi, n'est pas en politique, dans la religion, dans le monde scientifique. C'est dans notre conscience. Nous devons comprendre la conscience de l'humanité, ce qui nous a amenés à ce point. Nous devons être très sérieux à propos de ce sujet, car nous sommes vraiment face à quelque chose de très dangereux dans le monde, où il y a la prolifération de la bombe atomique que certains fous activeront. Nous devons tous être consolés à partir de tout cela. Nous devons être très graves, nous n'avons ni léger ni négligent, mais intéressés à comprendre ce comportement et la façon dont la pensée humaine nous a conduits à nous tous vers ce point. Nous devons être capables de pénétrer très attentivement, avec une observation profonde,
profonde pour comprendre ensemble ce qui se passe, à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. L'activité psychologique intérieure dépasse toujours l'extérieur. Pour plus de réglementation, des sanctions, des décisions que vous pouvez avoir à l'extérieur sont toutes brisées par nos désirs, les peurs et les angoisses psychologiques, l'empressement de la sécurité. À moins que nous ne compreniez que, quel que soit l'aspect externe de l'ordre que nous avons, le trouble intérieur dépasse toujours lesquels il est conforme à l'extérieur, discipliné et régularisé. Il peut y avoir des institutions soigneusement construites, politiques, religieux, économiques, mais quelle que soit sa construction, à moins que notre conscience intérieure ne soit dans un ordre complet, le trouble intérieur surmontera toujours, le plein intérieur surmontera toujours. Nous l'avons vu historiquement, et se produit maintenant, frontière nos yeux. Et c'est un fait, le moment décisif est dans notre conscience. Notre conscience est un cas très compliqué. De nombreux volumes ont déjà été écrits à leur sujet, à l'Est et à l'Ouest. Nous ne sommes pas consolés de notre propre conscience. Pour examiner cette conscience dans toute sa complexité, nous devons être libres de regarder pour être consolidés de votre mouvement, sans aucun choix. Ce n'est pas que le conférencier vous pousse à regarder ou à entendre tout le mouvement intérieur de la conscience d'une certaine manière. La conscience est commune à toute l'humanité. Dans le monde, chaque homme souffre, à la fois en interne et en externe. Anxiété, incertitude, tout le désespoir de la solitude, de l'insécurité, jalousie, cupidité, envie et souffrance. La conscience humaine est un tout, pas la vôtre, ma conscience. Ceci est logique, sensé et rationnel. Où que vous alliez dans n'importe quelle humeur, vous vivez, qu'il soit opulent ou dégradé, que ce soit croire en un Dieu ou une autre entité. La croyance et la foi sont communes à toute l'humanité. Les images et les symboles peuvent être totalement différents dans de nombreux endroits, mais ils proviennent de quelque chose de commun à toute l'humanité. Ce n'est pas seulement une déclaration verbale. Si vous le prenez comme une déclaration verbale, comme une idée, un concept, alors vous ne voyez pas votre profonde signification. Le sens est que votre conscience est la conscience de toute l'humanité, parce que vous souffrez est anxieuse, solitaire, peu sûre, confuse, tout comme les autres, bien qu'elles vivent à 10 000 miles de là. La perception de cela, le sentiment dans le plus intime, est totalement différent de la simple acceptation verbale. Quand tu comprends que ce sont les autres de l'humanité, cela apporte une énergie énorme. Vous avez traversé la trace étroite de l'individualité, le cercle étroit de soi, et vous, de nous et d'eux. Nous examinons ensemble. Cette conscience est assez complexe de l'homme. Pas d'homme européen, d'homme asiatique ou de l'homme du Moyen-Orient, mais ce mouvement extraordinaire dans le temps qui s'est perpétué dans la conscience depuis des millions d'années. L'ordre est nécessaire dans notre activité quotidienne, notre ordre dans notre action et notre ordre dans notre relation entre nous. Nous devons comprendre que la qualité même de l'ordre est totalement différente de celle de la discipline. L'ordre est directement atteint en apprenant nous-mêmes, et non selon un philosophe ou un psychologue. Nous découvrons l'ordre pour nous-mêmes lorsque nous sommes exempts de tout le sentiment de contrainte, du sens de l'effort déterminé, pour obtenir l'ordre selon un chemin particulier. Cet ordre naît très naturellement. Dans cet ordre, il y a une intégrité. C'est l'ordre, non selon un modèle, pas seulement du monde extérieur, qui est devenu si complètement chaotique, mais en interne, en nous-mêmes, où nous ne sommes pas clairs, où nous sommes confus et incertains. Apprendre à notre propre respect fait partie de l'ordre. Si vous suivez quelqu'un d'autre, aussi savant qu'il le soit, vous ne pourrez pas vous comprendre. Pour savoir quelle est la commande, nous devons commencer à comprendre la nature de nos relations. Notre vie est un mouvement relationnel. Autant que nous pouvons penser que nous vivons seuls, nous sommes toujours liés à une chose ou à une autre, à la fois du passé et avec quelque chose ou une image projetée pour l'avenir. Ainsi, la vie est un mouvement de relations,
Et dans cette relation, il y a un trouble. Nous devons examiner attentivement pourquoi nous vivons de ce trouble, avec nos relations les uns avec les autres, aussi intimes ou superficielles qu'ils le soient. Je n'essaie pas de les persuader de penser à une direction particulière ou de faire une pression persuasive ou subtile sur vous. Au contraire, nous considérons soigneusement nos problèmes humains et découvrons ce que notre relation est les uns avec les autres, et si dans cette relation, nous pouvons produire de l'ordre. Pour comprendre toute la signification de la relation entre eux, aussi intime ou plus loin, nous devons commencer à comprendre pourquoi le cerveau crée des images. Nous avons images de nous-mêmes et images des autres. Pourquoi chacun a-t-il une image particulière et s'identifie à une image? L'image est requise. Cela nous donne un sentiment de sécurité. L'image ne produit pas la séparation des humains. Nous devons comprendre attentivement notre relation avec la femme, avec son mari ou son ami. Regardez attentivement. N'essayez pas de l'éviter, n'essayez pas de l'ignorer. Nous devons examiner ensemble et découvrir pourquoi les humains du monde entier ont ce mécanisme extraordinaire qui crée des images, des symboles et des modèles. Est-ce parce que dans ces modèles, les symboles et les images sont une excellente sécurité? Si vous observez, vous vous rendrez compte qu'ils font une image d'eux-mêmes. Être une image de la vanité, qui est l'arrogance, être une image contraire, où vous avez accumulé une grande expérience, avez acquis une vaste connaissance, ce qui en eux-mêmes crée l'image de l'expert. Pourquoi avons-nous des images de nous-mêmes? Ces images séparent les gens. Si vous avez une image de vous-même en tant que Suisse, l'anglais ou le français, etc., cette image déforme non seulement son observation de l'humanité, mais les sépare également des autres. Il y a toujours une séparation, division. Et il y a des conflits. Comme il y a un conflit dans le monde, l'arabe contre israélite, le musulman contre les hindous, une église chrétienne contre une autre. La division nationale et économique, tout résulte d'images, de concepts et d'idées, et le cerveau s'accroche à ces images. Pourquoi? C'est à cause de notre éducation, en raison de notre culture où l'individu est plus important et où la société collective est-elle une chose totalement différente de l'individu. Cela fait partie de notre culture, cela fait partie de notre formation religieuse et de notre éducation quotidienne. Quand quelqu'un a une image lui-même, comme l'anglais ou l'américain, cette image lui donne une sécurité. C'est très évident, ayant créé l'image de vous-même, cette image devient semi-permanente. Derrière cette image ou avec cette image, vous essayez d'obtenir la sécurité, la protection, une forme de résistance. Lorsque nous sommes les uns des autres, bien que délicatement, bien que subtilement, psychique ou physiquement, il y a une réponse basée sur une image. Si quelqu'un est marié ou a une relation intime avec quelqu'un d'autre, une image est formée dans sa vie quotidienne. Que cette relation ait été il y a une semaine ou 10 ans, l'image de l'autre personne est lentement formée, étape par étape. Chaque réaction est rappelée, ajoutée à l'image et stockée dans le cerveau afin que la relation puisse être physique, sexuelle ou mentale. En fait, entre deux images, sa propre image et celle de l'autre. Je ne dis rien d'extravagant, exotique ou fantastique, je regarde juste que ces images existent. Les images existent et ne peuvent jamais se connaître complètement. Si quelqu'un est marié ou a une petite amie, il ne peut jamais la connaître complètement. Il pense qu'il le sait parce qu'il a vécu avec cette personne, des souvenirs accumulés de divers incidents, de divers les irritations et toutes les occurrences qui se produisent dans la vie quotidienne. Tout comme elle a également eu ses réactions et ses images, de ces réactions sont fixées dans le cerveau. Ces images représentent une partie extraordinairement importante de nos vies. Vraiment, très peu d'entre nous sont exempts de toute forme d'image. Être libre d'image est la vraie liberté. Dans cette liberté, aucune division n'est produite par les images. Si nous sommes des hindous, nés en Inde, avec tout le conditionnement auquel nous sommes soumis, le conditionnement de la race, ou un groupe particulier, avec ses superstitions, avec ses croyances religieuses, ses dogmes et ses rituels, toute la structure de cette société, nous vivre avec ce complexe d'image qui est notre conditionnement,
Et autant que nous pouvons parler de la fraternité et de l'unité, tous, ce ne sont que des mots vides, sans aucune signification quotidienne. Mais si nous nous libérons de toute cette imposition, de tout conditionnement, tout cela contrasenso superstitieux. Nous détruisons donc l'image. Et aussi dans notre relation, si nous sommes mariés ou vivons avec quelqu'un d'autre, sera-t-il possible de ne pas créer d'image? N'enregistrez pas un incident qui peut être agréable ou douloureux dans cette relation particulière. N'enregistrez aucune insulte, ni flatterie, ni encouragement, ni découragement. Est-il possible de ne pas s'inscrire? Parce que si le cerveau enregistre constamment tout ce qui se passe psychologiquement, alors il n'est jamais libre de rester silencieux, il ne peut jamais être calme.